Bonjour et bienvenue sur Algomius. Nous continuons notre exploration de PostgreSQL et nous allons voir aujourd'hui qu'avec le SGBD, on va pouvoir manipuler des types différents. On va s'intéresser à plusieurs choses. On va déjà commencer par voir comment calculer une information à partir d'informations déjà existantes, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dire que définir le contenu d'une colonne par une règle. Une colonne, par exemple, c'est telle colonne plus telle autre colonne. Et donc, on n'est pas obligé de spécifier une donnée pour cette donnée-là, elle sera calculée automatiquement quand on va insérer quelque chose à l'intérieur. On va aussi parler de la manipulation des dates et des heures. Là aussi, je ne pourrais pas être exhaustif parce que PostgreSQL propose énormément d'informations, mais on va voir un petit peu le début, comment est-ce qu'ils sont manipulés, comment est-ce qu'on récupère l'année d'une certaine date, le jour d'une certaine date, et ainsi de suite. Et naturellement, je vous donnerai les liens pour aller consulter sur le site officiel de Postgre la documentation qui parle de la manipulation de dates si jamais vous voulez en savoir plus. Enfin, dernière partie de cette vidéo, nous allons parler du format JSON, qui est un format de fichier qui contient les données et à la fois la structure qui permet de savoir à quoi correspondent ces données. Eh bien, on va voir que PostgreSQL nous permet d'insérer directement le format JSON dans une des tables de notre base de données et de pouvoir consulter directement des éléments d'un fichier JSON avec une requête select. Voilà le programme que je me propose de couvrir aujourd'hui au travers de cette vidéo, et on commence tout de suite par voir comment est-ce qu'on peut avoir une information élaborable dans une base de données. Alors, l'information élaborable se fait au moment de la création de la base de données. On va créer une base, on va donner plusieurs colonnes. Ici, dans cet exemple, j'ai créé une base livre, une table livre, qui va contenir, par exemple, un prix hors taxe et un prix et un taux de TVA. Et on va pouvoir calculer du coup le prix TTC à partir de ce prix hors taxe et ce taux de TVA. Avec une petite formule très simple, on multiplie simplement le prix hors taxe par 1 plus le taux de TVA, et normalement on devrait récupérer le prix TTC correct. Donc vous voyez un petit peu la syntaxe, comment ça se passe. On a un prix acheté hors taxe numérique, un prix TVA numérique, et un prix TTC, et on a un mot-clé stored pour dire en fait que cet élément-là est un élément élaborable. Alors on peut en discuter un petit peu pour dire qu'en fait, est-ce que finalement c'est bien d'avoir une information élaborable dans une base de données? Si vous vous souvenez de la partie analyse que l'on avait faite, normalement, pour être en forme normale, on ne devait pas avoir de redondance d'informations. Et on ne devait pas avoir d'informations élaborables, puisqu'une information élaborable, c'est qu'on peut la recalculer avec des informations qui sont déjà présentes dans la base de données. Donc on avait dit de créer cette redondance n'est pas forcément voulu, puisque à partir du moment où vous modifiez une donnée, par exemple là si je modifie le prix hors taxe, eh bien il ne faut pas que j'oublie de modifier le prix TTC également dans ma base de données, parce que sinon je n'aurai plus la cohérence entre les deux tables. Et bien là en fait ce que nous offre Postgre, c'est justement encore une fois la possibilité de maintenir cette cohérence. Alors après je ne dis pas qu'il faut forcément mettre en place toutes les informations élaborables, mais il y a des informations élaborables dont on a besoin parce qu'on les utilise tout le temps, et c'est peut-être une bonne solution d'optimisation de les calculer une fois pour toutes. Et le fait qu'on puisse les définir avec une règle de calcul et non seulement en dur comme on peut le faire dans les autres bases de données, nous permet justement que la cohérence soit maintenue dans la base de données. Donc je vous propose de voir concrètement comment est-ce que tout ça se passe. Je vais donc ouvrir mon shell SQL, comme d'habitude. On va zoomer un peu dessus, toujours en localhost, toujours avec Postgre, et je mets naturellement mon mot de passe. On va se mettre sur la table de test directement. Je suis sur la table de test. Qu'est-ce qu'il y a sur la table de test? Il y a déjà beaucoup de choses. Là, je vais vouloir recréer mon livre, donc ce que je vais faire, c'est que je fais un drop table livre. Comme ça, je pourrais recommencer à blanc. Ok. Donc, je vais faire mon create table livre. Et mon create table livre, alors je vais naturellement lui donner un identifiant qui va être un serial. Ça maintenant on connaît. Primary key not nul. Voilà. Le livre va avoir un nom. Je vais utiliser ça sur un varchar de 200. Et je vais reprendre mon exemple et je vais lui dire qu'il a un prix hors taxe et un taux de TVA qui sont tous les deux numériques. Donc prix acheté qui est numérique et
le taux TVA, qui lui aussi est numérique. Et enfin, je vais ajouter mon prix TTC. Et le prix TTC, regardez bien comment c'est écrit, vous avez exactement un type aussi, seulement ensuite il lui dit Generated always as, et vous avez une formule pour le calculer. Donc mon prix TTC est numérique, Generated always as, je vais rentrer ma formule qui est en fait de dire je prends le prix hors taxe, donc je prends le libellé de la colonne qui est juste au-dessus, hein, prix hors taxe, et ça je vais le multiplier par 1 plus le taux de TVA, donc le taux de TVA, la colonne telle qu'elle est décrite ici, voilà, et enfin le mot-clé stored, je vais juste vérifier que je n'ai rien oublié, non, j'ai l'impression que j'ai tout, ok, et je peux donc terminer ma table, parenthèse fermante, point virgule, qui termine la parenthèse ici. Voilà, donc ma table a été créée. Si je veux faire un describe de ma table livre, je vois maintenant que j'ai mon identifiant, j'ai mon nom, j'ai le prix hors taxe numérique, j'ai le taux de TVA, et j'ai le prix TTC, et on voit que Postgre a compris que je vais essayer de générer le prix TTC à partir du prix hors taxe et du taux de TVA. Et vous voyez qu'il m'a converti déjà un en numérique. Ok, bah, on va essayer de faire directement un insert dans la table alors. Donc, je vais faire un insert into livre et je vais insérer sur les colonnes nom, prix hors taxe et taux de TVA. Et les valeurs que je vais mettre à l'intérieur, ça va être quoi? Eh bien, je vais mettre, je sais pas, le Seigneur des Anneaux. Voilà. Il coûte 5,50 et il a un taux de TVA de 5%. Ouais, je pense que ça pourrait être ça. 5% et je vais faire mon insert. Donc vous remarquez que je n'ai pas mis l'identifiant normal puisque c'est un serial et j'ai pas mis non plus le prix TTC. Voilà, il m'a fait l'insertion. Et si je fais maintenant un select étoile from livre, et bien vous voyez qu'il m'a calculé le prix TTC en utilisant le prix hors taxe, le prix TVA et avec la formule que je lui avais donnée là-haut. Donc en fait, il a tout calculé lui-même et il va maintenir la cohérence de la base de données. Si maintenant je fais un update la table livre, que je fais 7, puisque mon prix hors taxe a changé, donc il y a une inflation, il est passé à 6. Donc là, j'ai qu'un seul livre, hein, donc je ne suis pas obligé de mettre le closeware, c'est juste pour l'exemple, pour aller un peu plus vite. Voilà, donc il a fait un update. Et si je refais mon select étoile from livre, là, ça va mieux. Vous voyez en fait que le prix TTC a été recalculé. Moi, j'ai changé juste le prix hors taxe, je l'ai mis à 6 €, et le prix TTC a été recalculé. Donc le prix TTC est recalculé sur un insert, il est recalculé sur un update, et va faire en sorte que vous n'ayez pas toujours à penser à modifier des informations élaborables. En fait, à partir du moment où vous avez mis la règle en place pour que Postgre les gère lui-même, eh bien vous n'avez plus rien d'autre à faire. À chaque fois que vous allez modifier une valeur et que cette valeur est comprise dans le calcul d'une information élaborable, Postgre va mettre cette information à jour. Tout seul, comme un grand. Alors on va laisser un petit peu de côté pour l'instant cette partie élaborable et on va parler un petit peu des dates et des heures. On avait déjà vu quand on avait parlé de MySQL que les systèmes de gestion de base de données nous offrent plein de fonctionnalités qui nous permettent de nous débarrasser de tous les problèmes d'horaire à calculer. C'est toujours un petit peu compliqué de calculer des différences entre deux dates parce qu'en fait il faut tenir compte des années bissextiles, des années non bissextiles, est-ce qu'on change d'année, est-ce qu'on est à cheval sur plusieurs années et ainsi de suite. Et en fait on va voir que Postgre n'est pas en reste non plus par rapport aux fonctionnalités qu'il peut nous mettre en place. Ce qui est intéressant, c'est que la syntaxe sur les dates, elle est utilisée sous la forme de transtypage que j'en ai déjà vu. Quand on avait déjà mis des énumérations en texte, on avait utilisé cette fameuse écriture de points et le type dans lequel on veut obtenir la donnée. Et bien là, Postgre utilise un mécanisme qui est assez similaire pour finalement transtyper les informations sur les dates. Donc on retrouve toujours la fonction now qu'on avait déjà vue en MySQL qui nous permet de donner la date du jour. Et cette fois-ci, on va pouvoir la transtyper directement dans un autre type. Ce qui va être assez intéressant
pour les opérations que l'on veut faire et pour obtenir rapidement les informations dont on a besoin. Alors on va naturellement prendre rapidement notre console, et donc si je fais un select now, tout simplement, je vais obtenir en fait la date, le jour, l'heure. Donc aujourd'hui on est le 5 avril 2022, il est 8h52, et j'obtiens aussi les secondes et les millisecondes, et on va très très loin dans la précision. Bon, imaginons que maintenant ce qui m'intéresse c'est uniquement la date. Eh bien je vais refaire un select now, et je vais lui dire mais de now, donc là c'est 2 points, tu m'extrais la date. Et donc là je vais obtenir une version compactée de la fonction now, qui va contenir que la date au format année sur 4, mois sur 2, jour sur 2. Donc 5 avril 2022. Si je voulais récupérer le temps, eh bien il suffirait que de now je récupère time. Donc pareil, toujours avec la syntaxe de transtypage, 2 points, time, et cette fois-ci je récupère qu'il est 8h53, 42, et encore des précisions sur les millisecondes, sur les parties de secondes. Ok, donc ça c'est un petit peu la base, comment récupérer la date, comment récupérer le temps. Maintenant on va voir comment est-ce que je peux récupérer des informations pour aller un petit peu plus loin. Si on veut faire par exemple un calcul d'intervalle, on veut par exemple prendre la date d'aujourd'hui, et on voudrait savoir à quelle date on se retrouve si jamais j'enlève un an. Vous allez voir que l'aspect un peu littéraire de PostgreSQL va se retrouver ici. Qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais tout simplement faire un select now. Donc là, je récupère la date du jour, donc ça c'est aujourd'hui, et je vais faire moins quoi? Eh bien moins un intervalle de 1 an. Voilà comment je l'ai écrit, donc j'ai simplement fait un intervalle de 1 an, et cet intervalle de 1 an, je le soustrais à maintenant. Et donc je vais récupérer le 5 avril 2021, donc le même jour, l'année précédente, à la même heure. Et en fait ça, je peux le remplacer par one year, je peux le remplacer par one day. Donc là j'ai la date d'hier. Si je peux avoir la date, je vais récupérer la date d'il y a un mois. Et je pense que ça marche aussi avec les heures, il n'y a pas de raison. Et là je vais récupérer la date d'il y a une heure. Et donc cette fonction intervalle va à chaque fois me donner un intervalle d'une heure, d'un mois, d'un jour, ou de plusieurs. On peut par exemple, si jamais je ne suis pas limité à 1, si je veux revenir 10 ans en arrière, eh bien il suffit que je fasse un intervalle de 10 ans, et je vais me retrouver en 2012. Donc ça c'est déjà une petite fonction qui est assez sympa, qui va nous fournir un intervalle que l'on peut ajouter, que l'on peut soustraire. Pour l'instant je l'ai soustrait, mais je peux me retrouver bien sûr 10 ans dans le futur, en mettant un plus, et là je me retrouve en 2032. Donc c'est une fonction qui marche assez facilement, qui est très compréhensible quand on la lit. On ajoute un intervalle de 10 ans. C'est pratiquement ce qu'on aurait dit en français pour exprimer la façon dont on ajoute 10 ans à l'heure courante. Si maintenant je veux récupérer la date uniquement, donc on avait vu que le transtypage fonctionnait très bien avec l'opérateur de points, là en fait, si jamais je veux savoir quelle est la date qu'il sera aujourd'hui, mais dans 10 ans, eh bien je peux entourer tout ça de parenthèses, et je peux le transtyper en date. Et donc là, je vais me récupérer la date, la date du jour que l'on saura dans 10 ans. Alors dans 10 ans, c'est pas tellement quelque chose qui est compliqué à calculer, mais par exemple, si vous voulez quelque chose, quel jour on sera dans 236 jours, eh bien on sera le 27 novembre 2022. Ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes à calculer. Donc c'est une petite introduction sur les dates et les fonctions qui sont offertes. On va voir si on peut aller un petit peu plus loin et voir s'il y a d'autres fonctions assez intéressantes au niveau de PostgreSQL. On va aussi voir qu'il est possible d'extraire une partie du timestamp. Alors ce qu'on appelle le timestamp, c'est justement ce qu'on a récupéré avec la fonction now, c'est-à-dire c'est un point dans une date précise, c'est-à-dire que vous avez le jour, le mois, l'année, l'heure, les minutes, les secondes et les millièmes de seconde. Donc, tout ça, c'est ce qui constitue le timestamp. Maintenant, si je veux récupérer une information particulière, on a vu qu'on pouvait transtyper pour avoir la date, transtyper pour avoir l'heure, mais si maintenant je veux encore être plus précis, je veux récupérer par exemple juste le jour, si je veux récupérer juste l'année,
ou ainsi de suite, est-ce que je pourrais avoir ce genre de choses? Eh bien oui, on va le faire avec la fonction extract. Tout simplement, on va faire un select extract, donc c'est-à-dire extraire. Vous demandez à PostgreSQL d'extraire year from now. Ça va prendre la fonction now, ça va prendre la date du jour d'aujourd'hui, et ça va en extraire l'année. Donc là, vous voyez qu'aujourd'hui, on est en 2022. Si jamais je voulais extraire le jour, eh bien, je récupérerais 5, puisqu'aujourd'hui, on est le 5 avril. Et donc là, je peux récupérer l'heure, et ainsi de suite, avec les mêmes mots-clés que l'on avait vu tout à l'heure. Encore une petite fonction assez sympa qui permet facilement de récupérer le jour, l'heure et l'année. Si jamais vous voulez aller un petit peu plus loin ou savoir quels peuvent être tous les mots-clés que vous pouvez utiliser, il y a en fait une documentation de PostgreSQL qui est vraiment très bien faite, que je mettrai en description, où vous avez le datetime, c'est-à-dire en fait le type date, et là vous avez une documentation qui va vous expliquer toutes les manipulations que l'on peut faire. Toutes les manipulations, donc vous avez les timestamps, vous avez les dates, vous avez les times, et vous avez aussi cette fonction intervalle qu'on a vue qui permettait d'ajouter, d'enlever ou de faire des calculs avec un intervalle qui était donné. Là, vous retrouvez tous les mots-clés que j'ai utilisés, hein, les year, les months, les secondes et tout ça. Vous avez des fonctions de conversion, vous avez des fonctions sur les formats de date. Vous pouvez récupérer le format de date tel que vous le voulez, puisqu'il y a des différences entre les formats anglo-saxons et les formats européens. Là, vous allez pouvoir retrouver tout ce qu'il vous faut pour pouvoir modifier vos dates comme vous le voulez, avec les time zones, et ainsi de suite. Donc là, c'est suivant l'objectif que vous avez, ou le format que vous recherchez vraiment à mettre en place, que vous allez trouver vos réponses. Donc ça, je vous le mettrai en description pour que vous puissiez retrouver cette documentation. Enfin, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est que Postgre a mis directement une fonction qui permet de calculer un âge. Alors ils se sont peut-être rendu compte que les problèmes d'âge, c'est quelque chose qui nous concernait beaucoup et qu'on utilisait souvent. Et donc, il y a une fonction âge qui permet de savoir, à partir de la date de naissance, quel est l'âge de la personne. Alors, comment est-ce que ça marche? Bien, tout simplement, on va faire un select âge. On va partir de now, donc c'est-à-dire c'est la date à laquelle vous voulez estimer l'âge, et vous allez donner une date de naissance, donc vous introduisez avec le mot-clé date. Imaginons, je suis né le 1er janvier 1990. Voilà. Et point virgule pour terminer. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Select âge, no, date 1. Je sais pas. Bah. Ah, j'ai oublié les parenthèses à no. Non. Alors. Ah bah si, ça marche. Ok. Je sais pas pourquoi il m'a pas pris le premier. Bon, alors j'ai fait ici select age de la date d'aujourd'hui, et j'ai récupéré, si je suis né le 1er janvier 1990, eh bien, j'ai aujourd'hui 32 ans, 3 mois, 4 jours et quelques heures. Si maintenant ça m'intéresse de savoir quel âge j'aurai, par exemple, je sais pas, le 25 février 2057, voilà, par exemple, eh bien j'aurai 67 ans, 1 mois et 24 jours. Donc voilà, cette fonction âge, elle prend juste deux paramètres. Le premier paramètre, c'est la date à laquelle on veut estimer l'âge, et la deuxième paramètre, c'est la date de naissance, et elle va donner l'âge de la personne en fonction de ces deux paramètres. C'est quelque chose d'assez intéressant, c'est assez situationnel hein, comme fonction, si vraiment vous avez à calculer des âges, mais c'est intéressant de savoir que cette fonction existe. Pareil, on va laisser maintenant les dates de côté pour l'instant, et on va s'intéresser à quelque chose d'assez intéressant, je trouve, dans PostgreSQL, c'est cette possibilité de créer une colonne au format JSON. Alors JSON, qu'est-ce que c'est? JSON, c'est un format de données qui a été introduit par JavaScript.
C'est pour ça qu'à chaque fois que vous avez quelque chose par JS, il y a de grandes chances que ce soit lié à JavaScript. Et le JSON, c'est en fait un format de fichier. Alors je vais vous en montrer un. Là, j'ai créé un petit exemple avec une balle. Et vous allez voir que le fichier JSON contient à la fois les données et contient à la fois la structure qui va vous permettre de savoir à quoi correspond chacune des données. Là, par exemple, vous avez un ballon, donc vous voyez que vous avez un crochet ouvrant, crochet fermant au niveau de la syntaxe, pour dire votre fichier commence, votre fichier finit. Et vous allez avoir des propriétés pour dire, par exemple, l'identifiant de mon fichier, ça va être baseball. Le nom va avoir la valeur baseball, le prix va être de 18,56, donc ce que j'ai essayé de représenter, c'est le prix d'une balle de baseball. Les couleurs disponibles, là vous voyez que vous avez la syntaxe de liste ou de tableau que vous connaissez bien si vous êtes dans les langages de programmation, pour dire en fait qu'on a plusieurs valeurs possibles. Et donc j'ai plusieurs couleurs possibles, j'ai du blanc ou j'ai du rouge. L'image URL, c'est-à-dire si jamais je veux faire un site web, où est-ce que je vais retrouver l'image qui me permet d'afficher cette page. La description, c'est une balle de baseball. Et le texte qui lui est lié pour la photo, c'est une photo d'une balle de baseball. Donc c'est ce que je vous disais, à chaque fois qu'on a un fichier JSON à disposition, la structure nous donne à la fois toutes les données et nous donne à la fois toute la structure de données. C'est comme en fait si vous exportiez une base de données et que vous aviez le nom de la colonne à chaque fois en face de la donnée. Et donc ça vous dit à quoi correspond la donnée. Si vous avez un chiffre, vous savez rapidement que c'est le code postal, ou un numéro de téléphone, ou un numéro de sécurité sociale. En fait, le libellé est directement accroché à côté. Et donc ça permet à ce genre de fichier d'être très facile à parcourir, et on arrive facilement à retrouver ces données. Donc les fichiers JSON servent par exemple à échanger des données entre plusieurs systèmes, et donc vous avez vu que en fait, les différents langages arrivent à créer des fichiers au format JSON, et la plupart des langages de programmation modernes arrivent à les lire et à retrouver les données à l'intérieur. Donc c'est un format qui en ce moment est énormément utilisé. On avait le XML il y a quelques années qui marchait un petit peu de la même façon, sauf que la structure était donnée par des balises du type comme en HTML. On enfermait une information entre deux balises. Le XML, j'ai l'impression que c'est un peu en perte de vitesse. Enfin, ça c'est un peu une constatation personnelle, mais j'ai l'impression que le JSON est en train de prendre le dessus là-dessus. Mais les deux formats de fichiers ont exactement le même objectif, c'est-à-dire c'est de contenir les données et de contenir en même temps la structure qui va permettre d'exploiter ces données. Alors comment ça va marcher au niveau de... comment est-ce que ça va marcher JSON au niveau de PostgreSQL? Eh bien déjà, on va créer une colonne qui va être au format JSON ou JSON-B. Alors, quelle est la différence entre les deux? En fait, le format JSON, c'est simplement le format JSON au format texte, tel que vous l'avez. C'est-à-dire que, si je reprends mon exemple, il va prendre cette chaîne de caractères-là, il va en faire une chaîne de caractères, pardon, et il va la stocker sous forme de chaîne de caractères. Donc ça va aller très très vite pour l'insérer. Vous avez une autre façon de le stocker qui est JSON-B. JSON-B va faire d'abord une conversion en binaire de votre chaîne de caractères JSON et ensuite va l'intégrer dans votre colonne. Quelle est la différence entre les deux? Eh bien en fait, au moment de l'insertion, JSON va être plus rapide que JSON-B. Par contre, si vous recherchez très souvent dans votre colonne JSON, JSON-B va être plus rapide à la recherche. Donc la différence, elle va se faire là-dessus. Si jamais vous stockez juste un fichier de données JSON et que la seule chose que vous voulez faire un jour, c'est de nouveau le sélectionner, d'en refaire un fichier et de le renvoyer, utilisez JSON. Si vous voulez intégrer une structure JSON dans votre base de données et pouvoir la parcourir assez rapidement, retrouver des informations dans la structure, utilisez JSON-B. Vous allez perdre un petit peu de temps au moment de l'insertion, mais vous allez gagner énormément de temps à chaque fois que vous allez récupérer des données. Alors on va essayer de voir un peu comment on peut utiliser JSON avec PostgreSQL. Si je reprends ma fenêtre de commande, on va voir déjà que, comme d'habitude, si jamais je prends un élément, donc là je prends la chaîne de caractère 5, je peux la transtyper en JSON, simplement en utilisant de nouveau l'opérateur de transtypage qu'on avait déjà utilisé pour les dates, JSON, on le lance et en fait vous allez retrouver une colonne de type JSON qui va contenir 5. Et donc en fait, vous pouvez comme ça convertir chaque des chaînes de caractères
si je veux par exemple convertir quelque chose qui ressemble plus à un tableau, 1, 2, je sais pas, test, truc, voilà, et que je veux mettre ça en JSON, il suffit que j'utilise de nouveau l'opérateur de transtypage, et je vais me retrouver de nouveau avec quelque chose qui va ressembler, où Postgre va essayer de me le transformer en JSON. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on va faire à partir de là? On va essayer de voir comment est-ce qu'on peut créer une colonne en JSON et comment est-ce qu'on va pouvoir insérer des données et surtout comment est-ce qu'on va pouvoir récupérer des données directement dans la structure. Alors ce que je vous propose de voir, c'est les fonctions que JSON met à notre disposition pour parcourir les différentes informations que l'on peut retrouver dans la structure que l'on vient d'insérer. Alors, on va voir qu'on aura des opérateurs d'accès, par exemple, qui vont nous permettre de retrouver le deuxième élément, qui vont nous permettre de retrouver l'élément A, ou qui permet de faire un accès multiple. Alors, on va essayer déjà de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Là, par exemple, j'avais créé un tableau avec 4 éléments, 1, 2, test et trucs, que j'avais transformé en JSON. Et le premier opérateur va nous permettre de récupérer un élément bien précis. Si je veux par exemple récupérer l'élément 2, je vais faire simplement tiret et supérieur, et je vais récupérer test. Alors pourquoi je récupère test et pas 2 ? Si vous développez depuis un petit moment, vous savez simplement que les tableaux ont des indices qui commencent à 0. Donc l'indice 0, c'est pour la valeur 1. L'indice 1, c'est pour la valeur 2. Et donc l'indice 2, c'est pour la valeur de test. Et donc comme ça, je récupère un élément bien précis par son indice. Donc cet opérateur-là, il sert à ça. Ensuite, je peux le chercher par mots-clés. Donc là, il va me falloir une structure un petit peu plus complexe, que je vais récupérer peut-être. Je vais peut-être récupérer celle du ballon, en fait. Je vais récupérer les 3 premiers éléments de mon ballon. Et je vais dire seulement, hop, je vais faire un select. Ok. Voilà. Je vais le changer en JSON. Et là-dedans, qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de récupérer cette fois-ci l'indice 2, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer un élément bien précis. Donc encore une fois, je vais faire tiret supérieur. Et imaginons que je veux récupérer le prix. Donc je vais mettre price, ici tout simplement. C'est peut-être avec les simples cotes. J'ai encore une simple cote ouverte. Quelque part. Là, il a fini. Je vais peut-être la mettre à plat, cette fonction. Ou en utiliser une que j'ai déjà préparée dans le PowerPoint, parce que... Donc là, celle-là, elle m'a créé un objet JSON avec 3 éléments, bar, balance, active, qui ont des valeurs base 777 et false. Donc de là, par exemple, je veux juste récupérer l'élément balance. Donc si je récupère juste l'élément balance, avec les simples cotes, je vais récupérer 777, qui est effectivement la valeur qui est associée à balance. Et donc ça, c'est la deuxième façon de parcourir du JSON, c'est simplement de fournir le libellé de l'information que vous voulez récupérer. Je vais récupérer la valeur de balance, je vais avoir 777. C'est avec le même opérateur, sauf que cette fois-ci, l'élément est entouré de cotes. Donc là, il sait que c'est le libellé qu'il va devoir chercher, le libellé de colonne, pour me retourner la valeur. Enfin, dernier élément va vous permettre de faire des accès multiples. Alors ça va être fait sur des informations un petit peu plus grandes. Donc ça, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va créer une table. On va créer une table ballon. On va créer une table ballon. Et dedans, on va créer... je vais mettre ça de côté. Le ballon, hein. Create table ballon. Et on va mettre dedans
un identifiant, serial, primary key, donc nul, et on va mettre dedans les informations du ballon. Et les informations du ballon, je vais les mettre au format JSON. Voilà. C'est les seules informations que je vais mettre là. Je vais terminer ma table, create table. Si je fais un describe sur ma table ballon, j'ai donc un entier et une info au format JSON. Ok. On va maintenant insérer une valeur là-dedans. Donc ce que l'on va faire, c'est tout simplement, c'est qu'on va faire un insert into ballon. La seule valeur que je veux mettre, c'est info, puisque id va être auto-incrémental. Et dans la values, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais juste reprendre les informations que j'avais sur mon ballon de baseball. Alors je les ai déjà formatés en ligne pour que ça aille un petit peu plus vite. Voilà. Donc j'ai l'identifiant qui est baseball, j'ai le nom qui est baseball, j'ai le prix, j'ai la couleur, et ainsi de suite. Donc ce que je vais faire tout simplement, là. Alors je suis où? Ah! Bon, il a perdu. Insert into ballon. Info. Values. Tac, donc cette fois-ci j'ai le values qui est là. Je dois encore terminer la parenthèse de ma value, je mets encore un point virgule, et vous voyez que l'insert a été fait. Donc maintenant, si je fais un select étoile from ballon, voilà, il me dit simplement que j'ai donc ma table info, que l'identifiant c'est 1, et que l'info c'est toute la chaîne de caractères au format JSON. Ok, donc maintenant elle est déjà stockée. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de récupérer des informations dedans. Donc si je veux récupérer, par exemple, le prix, price, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais faire un select info from ballon. Donc si je fais ça, je vais récupérer toute la chaîne d'infos. Et moi, ce que je veux, en fait, c'est pas toute la chaîne. Ce que je veux récupérer, tout simplement, c'est seulement le prix. Donc je vais mettre price. Et je vais avoir donc 18,56. Si j'avais plusieurs ballons, eh bien j'aurais récupéré tous les prix ici. Donc ce que j'ai demandé, c'est d'aller chercher dans info, d'aller chercher le libellé price, et du libellé price, tu vas me redonner la valeur qui est associée au prix. Et donc avec mon select, je suis arrivé à récupérer mon prix. Ok. Donc ça marche. Ensuite, ce que l'on peut essayer de faire, c'est qu'on peut utiliser l'opérateur multiple qui est ici, qui va nous permettre en fait de simplement dire je vais récupérer dans l'élément A, je vais récupérer l'élément B, et dans l'élément B, je vais récupérer le premier. Ok, alors comment tout ça, ça marche? Donc l'opérateur, attention, cette fois-ci, c'est dièse supérieur, c'est plus tiret supérieur. On va essayer de voir comment ça fonctionne. Je vais prendre encore le Visual Studio à côté pour qu'on comprenne bien. Ce que je vais essayer de faire, c'est déjà essayer de récupérer toutes les couleurs. Et ensuite, je vais récupérer la première couleur. Et la première couleur, normalement, devrait me donner blanc. Ok. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire un select info from ballon. Donc là, je récupère toute la chaîne. Ok. Maintenant, je ne veux pas récupérer toute la chaîne, je veux récupérer... Donc je fais dièse supérieur, et entre simple cote, je vais simplement mettre les éléments que je veux récupérer. Donc le premier élément que je veux récupérer, c'est je vais récupérer la couleur. Donc je vais récupérer color, et si je fais ça... Ah, j'ai oublié un truc. J'ai oublié de mettre une apostrophe ici. Pourquoi je peux pas faire ça?
peut-être pas le droit d'en faire qu'un. Donc dans la couleur, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le premier élément de couleur. C'est pas couleur qui s'appelle? Si, color. C'est bien ça? C'est bien la couleur que j'essaie de récupérer. C'est bien dans info. Et j'ai bien mis le dièse. Bon, on va essayer quand même avec des doubles cotes, mais je sais plus. Ok, donc c'est bien avec des doubles cotes que ça marche. Bon. Ça, c'est encore des choses de syntaxe sur lesquelles il faut que je sois un petit peu plus vigilant. Donc, effectivement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné dans Info, j'ai récupéré la couleur, c'est-à-dire que j'ai récupéré Color, et dans Couleur, j'ai récupéré la couleur à l'indice 1. Et donc, j'ai récupéré, en fait, tout ça. Et donc, si je voulais juste récupérer maintenant le rouge, qui est ici, eh bien, je dirais simplement que tu vas dans Couleur, tu me cherches l'indice 1, et dans l'indice 1, tu me prends le lib. Et donc, ça va cette fois-ci me retourner rouge. Donc vous voyez que ce que j'ai fait, je vais essayer de le mettre à côté, j'ai parcouru en fait, d'une certaine façon, ma structure JSON. Je lui ai dit, la première information que tu cherches, c'est color. Donc tu te bases sur ma structure color. Ensuite, tu prends l'élément 1 de color. L'élément 1 de color, comme color est un tableau, et que le premier élément a l'indice 0, celui qui a l'indice 1, c'est celui-là. Et maintenant, tu me prends l'élément qui a comme libellé, qui a lib en libellé. Et donc là, je retourne le rouge. Et donc, c'est une fonction qui me permet de parcourir l'arborescence JSON au travers de ces différents éléments et retrouver les valeurs qui y sont associées. Donc c'est quelque chose qui peut être assez puissant quand même, puisque vous n'avez plus besoin de systématiquement insérer dans votre JSON dans la table ou le ressortir si jamais vous en avez besoin. Vous pouvez l'interroger directement avec un select dans votre base de données. Donc ça, si jamais vous voulez aller plus loin sur le JSON, il y a naturellement aussi des choses dans la documentation de PostgreSQL qui vous permettent d'aller plus loin dans le fonctionnement de l'arborescence JSON ou comment est-ce qu'on peut parcourir les différents éléments. Donc ça, c'est l'exemple qu'on vient de faire avec les ballons. J'espère qu'il vous aura montré comment est-ce qu'on peut parcourir un objet JSON et retrouver les différentes informations. Donc une vidéo qui nous apprend un petit peu plus sur la manipulation des données que l'on peut avoir dans la base de données. On a d'abord commencé par une information élaborable. Donc on a vu comment est-ce qu'on pouvait calculer la valeur d'une colonne en fonction de valeurs d'autres colonnes. On avait vu que c'est très intéressant pour maintenir la cohérence de base de données et qu'on n'a plus à se soucier de modifier deux colonnes lorsque l'on fait une modification. On modifie la colonne de base et les autres sont automatiquement recalculés. Ce qui, justement, ne va pas poser de problème de cohérence et qui va nous aider à ce que, justement, les valeurs soient toujours cohérentes les unes avec les autres. Ensuite, on a vu quelques fonctionnalités de date. On en avait déjà vu pas mal avec MySQL. Donc, toutes les fonctions de date qui correspondent à SQL, en fait, sont toujours les mêmes. Là, on a vu des spécificités de PostgreSQL, notamment ce transtypage avec l'opérateur 2 points, 2 points, qui permet de récupérer la date, l'heure ou des informations particulières, ou qui permettent d'extraire l'année, le mois, le jour d'une date bien particulière. On a terminé enfin avec le format JSON, donc format très intéressant puisqu'il permet justement de pouvoir naviguer dans différents éléments de JSON directement dans la base de données au travers d'un select. On va pouvoir récupérer une valeur directement dans l'arborescence d'un fichier JSON sans avoir à passer par un langage de programmation. Vous voyez, on a récupéré le prix, par exemple, d'une balle, on a récupéré la couleur d'une balle. Il faut juste faire attention un petit peu à la syntaxe entre les simples cotes et les doubles cotes, mais à partir de ce moment-là, on voit qu'on a des opérateurs qui sont mis en place pour qu'on puisse récupérer facilement nos informations. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons d'un autre élément de structure que l'on peut insérer dans les tables de PostgreSQL, c'est le tableau. Le tableau, ce n'est pas quelque chose de nouveau si vous êtes développeur depuis quelques années. Le tableau, c'est quelque chose que vous utilisez. Tableau à une dimension, tableau à deux dimensions,
Ceux qui utilisent Python utilisent souvent les listes. Si vous êtes en C++, vous serez plutôt sur des notions de vecteurs. Mais derrière, c'est un petit peu la même notion. C'est que je veux avoir plusieurs éléments dans une même structure, et on va voir que PostgreSQL nous permet de stocker des tableaux entiers. Et donc on pourra récupérer directement des tableaux pour faire la transition avec le langage de programmation. Donc vous voyez que Postgre se rapproche énormément des structures qui sont manipulées par les langages de programmation et nous permet justement de sauvegarder toutes ces structures aux aspects bien différents. Donc je vous donne rendez-vous à très vite pour voir comment fonctionnent les tableaux dans PostgreSQL.